C'est un plaisir de vous retrouver pour la rétrospective environnementale. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le Togo a célébré la première édition de la Semaine nationale des aires protégées. Cet événement, lancé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, met en valeur les ressources naturelles du pays et souligne l'importance de les préserver. La 19e foire internationale de Lomé, lancée depuis le 22 novembre dernier, bat son plein avec des expositions et des panels. L'occasion a permis une rencontre entre le secteur entrepreneurial et la Chambre du commerce et de l'industrie togolaise. Les détails à suivre. Enfin, le Sénégal a inauguré un autopont de 650 mètres de long dans la ville de Dakar. Le coût de la réalisation de cette infrastructure s'élève à 14,5 milliards de francs CFA. La première édition de la Semaine nationale des aires protégées au Togo a été célébrée du 26 au 28 novembre dernier. C'est un événement initié par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Il a pour but de promouvoir et de protéger les ressources naturelles du pays. Reportage signé Viva Samana et Meka Gachi. Le Togo s'est résolument engagé à être un modèle en matière de protection de l'environnement, de préservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. Cela se traduit sur le terrain avec la célébration de la première édition de la Semaine nationale des aires protégées du Togo. Cette semaine est lancée le 26 novembre 2024 par le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi. Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé avait estimé qu'on doit faire quelque chose. On doit réagir. On doit changer la norme. On doit tout faire pour préserver, ne serait-ce que pour les générations futures, ce que la nature nous a donné. Le thème retenu pour cette première édition s'intitule « Les communautés locales au cœur de la gestion durable des aires protégées ». Il démontre le rôle capital de la population pour une préservation et une gestion efficiente de ces zones riches en biodiversité. La Semaine nationale des aires protégées, c'est une activité qui est organisée pour pouvoir échanger autour de la problématique des aires protégées au Togo. Donc c'est aussi une occasion pour partager les expériences, les bonnes pratiques en matière de gestion des aires protégées au Togo. Et nous le savons tous, au niveau des priorités nationales du gouvernement, la conservation de la biodiversité est mise au cœur des priorités nationales sous le leadership du chef de l'État. Si nous prenons par exemple l'extension du taux de couverture forestière à 25% à l'horizon 2025, et par rapport à ça, il y a eu l'initiative de mettre en terre 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Nous faisons le reboisement, mais il faut tourner un regard vers les aires protégées que nous savons être dégradées. Les aires protégées, c'est une source de revenus. Les aires protégées, c'est une source de richesse. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on communique autour de ces aires protégées. Et si on ne trouve pas une occasion pour rassembler toutes les parties prenantes, pour échanger entre nous, il n'y aura pas de déclic. Je crois qu'avec cette première édition, les gens auront beaucoup d'informations qui vont leur faire changer de mentalité. On aura à parler de la valorisation des produits qui génèrent les revenus. Au niveau des aires protégées, on peut développer de l'écotourisme. La richesse faunique de la biodiversité nationale du Togo est également exposée pour l'occasion à l'Agora Senghor de Lomé où se déroulent les activités. Plusieurs panels de partage d'expériences et de connaissances sont au menu de cette semaine. Le Togo dispose depuis plusieurs décennies des aires protégées. Actuellement, l'on en dénombre 423, composés de 3 parcs nationaux, 7 réserves de faune, une réserve de gestion des habitats et des espèces, 4 zones de gestion des ressources naturelles et 68 forêts classées. La 19e foire internationale de Lomé a été ouverte depuis le 22 novembre dernier au Centre togolais des expositions et foires. L'événement, qui se positionne comme un carrefour commercial, a eu cette année comme invité d'honneur le Mali. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre.
ministre, Madame Victoire Dogbé. Vivace Ama. C'est par une cérémonie d'ouverture au rythme du terroir que la 19e édition de la Foire internationale de Lomé a ouvert ses portes. Elle est présidée par le Premier ministre togolais Victoire Sidemiro Tomiga Dogbé, aux côtés de qui se trouvaient d'éminentes personnalités du gouvernement, du secteur public et privé, ainsi que les délégations des pays participants. La ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Madame Rose Kaïn-Vidor Sambiani, dans son discours d'ouverture, a exprimé sa gratitude au chef de l'État togolais. Elle a rappelé que la Foire internationale de Lomé sert de cadre de consolidation des acquis, mais aussi permet de favoriser le résultat des opportunités d'affaires et la redynamisation des économies nationales. Les enjeux et innovations de cette grande fête foraine sont également de taille. Nous venons de clôturer la cérémonie d'ouverture de la 19e édition de la Foire internationale de Lomé, qui est une foire d'opportunités, un carrefour économique pour le Togo, pour les entreprises togolaises, mais aussi pour plusieurs entreprises de la sous-région. On a parlé de plusieurs nouveautés parce que c'est les nouveautés qui font la particularité de chaque édition. Et donc ce sont les points d'intérêt que nous avons présentés. On en a une bonne dizaine, voire une quinzaine que nous ne pouvons pas reciter ici, vous les connaissez déjà. Et en dehors de ça, nous avons présenté plusieurs nouveautés qui touchent un peu aux commodités d'accès sur le site, à la mobilité, aux aspects sécuritaires donc, qui ont été mis en place pour la 19e édition. Et nous avons eu, vous l'avez vu, le pays ami et frère, le Mali, qui a participé et qui a exprimé un message de solidarité envers le peuple togolais et aussi qui a salué le climat de paix qui règne au Togo grâce à son excellence M. Foyeso Zimnania Sibé, grâce à qui voilà, nous pouvons tenir de tels événements, des événements de grande envergure, en toute sérénité, que la population se déplace en toute sérénité et que le commerce puisse prospérer dans notre pays. Pour cette 19e édition de la Foire internationale de Lomé, le pays invité d'honneur est le Mali. Sa délégation conduite par M. Massaoudou Cissé, directeur général de l'APEX Mali, a salué l'hospitalité et la solidarité, ainsi que le climat de paix qui règne au Togo. Le Premier ministre a coupé le ruban symbolique et procédé à une visite des stands où les expositions sont déjà faites. La Foire internationale de Lomé est donc ouverte et se poursuit jusqu'au 8 décembre prochain. Une rencontre a eu lieu mercredi dernier au centre des expositions Foire Togo 2000 entre la Chambre du commerce et de l'industrie togolaise et le secteur entrepreneurial. Cette rencontre basée sur le développement des TPME a occasionné la signature d'un accord entre la CCI et le Conseil professionnel de la filière du riz. Ce partenariat permettra de promouvoir la production des produits made in Togo. Honoré Kata et Meka Gache, reportage. La Chambre du commerce et de l'industrie togolais a organisé hier à la fois CETEF Togo 2000 une rencontre d'échange avec les différents acteurs du secteur entrepreneurial. Avec pour thème au service des entreprises et du développement, la Chambre vise à soutenir le secteur privé en créant de la richesse et de l'emploi. Le rôle de la CCI Togo est de contribuer à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial afin que les entreprises créent vraiment de la richesse et des emplois durables. La CCIT a toute une palette de services mis à disposition, donc l'information, la formation, la gestion des infrastructures, la mise à disposition de ces infrastructures pour les aider à se développer, faire en sorte que les TPME deviennent un jour des grandes entreprises et durent dans le temps, et qu'elles traversent les générations pour pouvoir créer de la richesse durable. Tout au long de la rencontre, divers échanges ont été faits sur la question de financement et de gestion durable des petites et moyennes entreprises. La rencontre placée au cœur des entreprises locales du pays a été marquée par la signature d'un partenariat entre la Chambre du commerce et de l'industrie togolais et le Conseil interprofessionnel de tous les acteurs. Le projet PAVRIT est un projet d'appui à la valorisation du riz togolais. C'est tout un ensemble d'actions qui vont être mis en œuvre pour valoriser la visibilité du riz, sa commercialisation et sa consommation.
Aujourd'hui, il faudrait que toute la population sache que nous avons du riz, que nous avons un riz de qualité produit par des producteurs locaux sur nos terres et que ce riz est un riz qui peut rentrer en compétitivité avec les autres riz. Ce partenariat vient consolider le désir de la CCI Togo de faire de la production du riz une satisfaction à l'endroit des consommateurs, aussi bien sur le plan national qu'international. Le projet de promotion des filières horticoles a été officiellement lancé mardi dernier à Kpalimé par le ministère togolais de l'Agriculture en collaboration avec l'ONG Lutheran World Relief. Ce projet permettra non seulement de renforcer les capacités des producteurs et des transformateurs à partir des techniques modernes, mais aussi de garantir la sécurité alimentaire et favoriser la création des emplois. Voyons cela avec Francesca Dissou. Le représentant du ministre de l'Agriculture, M. Essiomle Komi, a salué ce projet aligné avec la feuille de route Togo 2020-2025 qui pourrait moderniser l'agriculture, garantissant la sécurité alimentaire et créer des emplois. Il a également invité les acteurs agricoles à adopter les innovations proposées. Pour sa part, le chargé d'affaires des États-Unis, M. Ronald Hoskins, a mis en avant l'impact économique du projet, notamment l'amélioration des revenus des producteurs et la qualité des produits pour répondre aux normes internationales. Ce projet cible les régions des savanes, de la Kara et des plateaux. Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a accordé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un financement de 99,16 millions de dollars pour le développement des chaînes de valeur régionales rizicoles. Ces fonds sont destinés à renforcer la production des cultures résilientes face au changement climatique. Pour en parler, Irène Papadina. Dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur régionales rizicoles résilientes en Afrique de l'Ouest, le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé le 20 novembre dernier à Abidjan, Côte d'Ivoire, un premier financement de 99,16 millions de dollars. L'ambition est de financer le développement des chaînes de valeur rizicoles en Afrique de l'Ouest et de renforcer la sécurité alimentaire en adoptant des pratiques plus résilientes face au changement climatique. Ce soutien va permettre l'augmentation de la production et de la productivité rizicole, ainsi que les revenus générés par les agriculteurs, notamment les femmes et les jeunes de cette région. Le projet touche particulièrement la Gambie, la Guinée-Bissau, la CEDEAO et Africa Rice, qui est l'un des principaux centres de recherche en riziculture en Afrique. Le financement est reparti en plusieurs tranches, dont 91,2% des fonds proviennent de la Banque africaine de développement. Les gouvernements de la Gambie et de la Guinée-Bissau contribueront également à hauteur de 5,2%. Il est à noter que ce financement vise particulièrement le renforcement de la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en riz à long terme. Dans l'actualité également, le ministère marocain de l'Agriculture a lancé un nouveau programme visant à remplacer le gaz utilisé dans l'irrigation agricole par des solutions à base de l'énergie renouvelable. Ce programme offre un soutien financier aux agriculteurs afin de les encourager à adopter l'énergie renouvelable. Il a pour objectif de réduire les coûts de production en accélérant la transition vers des pratiques agricoles durables. Les détails avec Léonce Sago. Le ministère marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts a signé un partenariat en février dernier avec le ministère de l'Économie et des Finances. Ce partenariat entre dans un programme national qui vise à promouvoir l'irrigation solaire dans les exploitations agricoles. Le ministère a envoyé une note aux directeurs régionaux de l'agriculture pour coordonner et sélectionner les agriculteurs qui bénéficieront de ce programme. 51 000 hectares de terres agricoles ont été ciblés.
Il fournira une solution énergétique solaire aux professionnels qui utilisent actuellement des bouteilles de gaz dans l'irrigation avec des zones délimitées. L'initiative sert à encourager l'utilisation de l'énergie solaire dans l'irrigation avec des conditions spécifiques comme l'utilisation préalable du gaz domestique dans l'irrigation localisée et la possession d'un compteur pour mesurer la consommation d'eau. L'aide financière sera de 3 000 dirhams par hectare irrigué à l'aide de l'irrigation localisée en raison de 30 000 dirhams par agriculteur. Des comités de contrôle suivront le programme de prêt sur demande des agriculteurs suite à la hausse du prix des bouteilles de gaz. Cette initiative est une occasion d'intégrer les énergies renouvelables, surtout le solaire, dans le secteur agricole. Le Maroc bénéficie d'ailleurs d'un ensoleillement quasi constant qui offre un réel potentiel pour la pérennité des projets agricoles solaires. L'adoption des énergies renouvelables permettra de réduire les coûts de production des agriculteurs et de diminuer les prix des produits de consommation. Les 51 000 hectares visés représentent une superficie significative et concernent principalement les agriculteurs ayant déjà adopté l'irrigation localisée ou au goutte à goutte et ayant développé des projets agricoles. Selon les professionnels, ce type de soutien devrait encourager les agriculteurs à laisser les sources d'énergie classiques au profit des solutions énergétiques plus économiques. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique du pays qui vise à adopter les énergies renouvelables d'ici 2030 et 2050. L'énergie est le facteur majeur de coût pour les agriculteurs au Maroc. Sa transition vers les renouvelables devrait permettre de rendre l'agriculture plus compétitive et durable. La ministre togolaise de l'eau et de l'assainissement, Mila Aziablé, est en mission au Koweït pour l'évaluation du projet d'approvisionnement en eau potable de Kara. L'initiative est financée par le Fonds Cohésion pour le développement économique arabe avec un budget de 12 milliards de francs CFA. Ce projet vise à remédier aux pénuries d'eau à Kara et ses environs. Honoré Kata. Dimanche 24 novembre 2024, la ministre togolaise de l'eau et de l'assainissement, Mila Aziablé, a entamé une mission au Koweït pour des discussions stratégiques avec le Fonds cohésien pour le développement économique arabe, CAFAED. L'objectif principal de cette visite est de faire le point sur l'avancement du projet d'approvisionnement en eau potable pour la ville de Kara, située à 14 km au nord de Lomé et ses environs. Ce projet, financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA par le CAFAED, prévoit de mobiliser un volume additionnel de 10 000 m3 d'eau par jour à partir des sources locales. À terme, il permettra d'augmenter la capacité totale de la production journalière d'eau potable de 7 500 m3 à 17 500 m3, répondant ainsi aux besoins croissants des populations de cette région. Dans le cadre de cette mission, la ministre ne se limite pas à ce seul projet. Elle envisage également d'explorer d'autres opportunités de financement pour étendre l'accès durable à l'eau potable au Togo, une priorité nationale visant à atteindre une couverture universelle d'ici 2030. Ces efforts s'inscrivent dans un contexte où le pays a enregistré des progrès notables. Selon le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le taux de déserte en eau potable au Togo est passé de 47,66% en 2014 à 69% à la fin de 2023. Malgré cette avancée, des défis persistent pour combler le gap et répondre aux besoins de l'ensemble des Togolais. Cette visite s'affirme donc comme une étape cruciale pour concrétiser les ambitions d'un accès équitable et durable à l'eau potable. Le premier colloque international sur l'économie bleue s'est tenu du 19 au 21 novembre dernier à l'université de Lomé au Togo. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a été placée sous le thème Enjeux, défis et perspectives de l'économie bleue en Afrique. Ce colloque se situe dans un contexte de mobiliser la science, la technologie et l'innovation dans la promotion de l'économie bleue. Irène Papadina. Le ministre togolais de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka Malik Nadjaba, a présidé le lancement du premier colloque scientifique international sur l'économie bleue, tenu du 19 au 21 novembre dernier à l'université de Lomé. Il a souligné que des milliers de tonnes de déchets, principalement le plastique, sont déversés chaque année dans les océans.
Selon le professeur Maouli Kouchoro, spécialiste du microcrédit et vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Lomé, la problématique de la pollution plastique dans les océans constitue l'un des défis les plus urgents pour les économies africaines. Cette pollution affecte non seulement la santé des écosystèmes marins, mais également le tourisme côtier et la pêche artisanale. L'économie bleue, un concept relativement nouveau, suscite un intérêt croissant dans le monde de la recherche au regard de la place qu'elle occupe dans le développement durable des sociétés. L'objectif de ce colloque était d'explorer comment mobiliser la science, la technologie et l'innovation dans la promotion de l'économie bleue. Ce rendez-vous scientifique, qui est le premier du genre dans la sous-région, a regroupé un certain nombre de chercheurs dans toutes les disciplines pour discuter de l'adaptation au changement climatique, de l'entrepreneuriat, de la gouvernance des océans et de la croissance bleue. En termes d'opportunités, l'économie bleue en Afrique représente un potentiel énorme pour la transformation et l'accès à l'économie du continent. Les eaux côtières africaines abritent des millions de personnes dont les moyens de subsistance dépendent directement de l'exploitation des ressources marines aquatiques. Les océans entourant l'Afrique offrent une abondance de ressources halieutiques, des zones riches en biodiversité maritime et un potentiel d'énergie renouvelable. En effet, les énergies maritimes, notamment les éoliennes et les énergies des vagues, constituent un potentiel considérable pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et améliorer l'accès à l'énergie dans les régions côtières du continent. Placé sous le thème « Enjeux, défis et perspectives de l'économie bleue en Afrique », ce colloque a permis de poser les bases scientifiques de l'économie bleue afin de mieux éclairer les décideurs politiques sur la gestion durable des ressources marines. La capitale togolaise a été le théâtre du 25 au 28 novembre 2024 de la 10e conférence régionale de l'Initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe, JIWACAF. Les représentants de 22 pays ont été présents à cette rencontre. Ils ont discuté des stratégies de lutte contre la pollution marine, notamment celle causée par les hydrocarbures. Suivons. Le Togo abrite depuis le 25 novembre 2024 la 10e conférence régionale de l'Initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe, JIWACAF. Cette rencontre est organisée par l'Organisation maritime internationale OMI et l'industrie pétrolière et gazière pour l'amélioration des performances environnementales et sociales IPIECA. Elle a réuni les délégués de 22 pays africains pour discuter des défis liés à la gestion de la pollution marine, en particulier celle causée par les hydrocarbures. La rencontre permettra également d'évaluer les progrès réalisés depuis la dernière édition dans la lutte contre le déversement d'hydrocarbures en milieu marin et de définir les priorités stratégiques pour les 2 prochaines années. Pendant 4 jours, les experts maritimes et les représentants des pays participants partageront leur expérience à travers une plateforme d'échange. L'objectif visé est de consolider les mécanismes de préparation et de réponse aux incidents de pollution marine afin de contribuer à une meilleure protection des écosystèmes côtiers. La 10e conférence de JIWACAF est un projet appelé à contribuer à la protection et à la préservation du milieu marin. Le choix de Lomé pour cette 10e édition reflète l'engagement du Togo dans la préservation de son environnement marin. Au Sénégal, le ministre des Infrastructures et des Transports, Malick Ndiaye, a inauguré mardi dernier
un autopont à Dakar dans le quartier Fond de Terre. Cet ouvrage long de 560 mètres a coûté 14,5 milliards de francs CFA. Il permettra d'améliorer la mobilité urbaine et de fluidifier le trafic routier. Les images. Un autopont long de 560 mètres en plein cœur dans la ville de Dakar, au Sénégal. L'infrastructure a été inaugurée le 26 novembre 2024 par le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports, Malik Ndiaye. Selon un communiqué de l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal, cet ouvrage permettra d'améliorer significativement la mobilité urbaine en fluidifiant la circulation routière. La construction de ce pont a été financée à hauteur de 14,5 milliards de francs CFA. Le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports, lors de l'inauguration, a insisté sur l'importance de sensibiliser les usagers afin qu'ils adoptent cet équipement qui jouera un rôle dans l'amélioration de la circulation dans la capitale. Il a aussi souligné que l'entretien de l'ouvrage serait assuré par l'Office national de l'assainissement du Sénégal et le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Le Sénégal n'est pas à sa première réalisation en matière d'infrastructures routières. D'autres autoponts déjà construits dans le pays sont ouverts à la circulation depuis avril 2020. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous. Great TV International, we revive the